Au rythme de la maladie, une expérience sonore en 5 temps, orchestrée par des universitaires en master de psychologie clinique. Les chercheurs de l'école Palo Alto ont mis en évidence 2 types de communication perceptibles, à savoir la communication de type analogique, où l'on peut représenter un objet par un dessin, et la communication de type digital, où on peut y nommer un objet. Le geste, les attitudes, les mimiques et l'intonation font partie de la communication analogique, alors que la communication digitale se fait au moyen des mots. Nous comprenons alors que la musicothérapie va essentiellement se constituer à partir du registre analogique par sa mise en acte, avec pour objectif une digitalisation du message. On peut alors communiquer à travers divers moyens autres que la parole, notamment à travers un instrument. Ulysse Arago, violoncelliste professionnelle, et Émilie Pain, psychologue clinicienne et musicienne violoncelliste, vont nous décrire cela. Pour tout musicien, la relation est très intime avec son instrument. Il y a un côté, alors, de manière très amicale et tout ça, mais ça fait un petit peu, chaque instrument défend un petit peu son fief. On prétend même, c'est plus ou moins vrai, même si on a l'impression de voir des réalités là-dedans, que chaque instrumentiste, chaque instrument a une mentalité particulière. Émilie Pain. Donc, mon instrument, c'est déjà un vrai choix d'instrument. Je le dis parce que ce n'est pas toujours le cas des musiciens. J'ai commencé toute petite par faire du violon. Et en faisant de l'orchestre assez rapidement, j'ai vu qu'il y en a qui avaient des gros violons et le son était beaucoup plus beau. Et ils avaient l'air tellement harmonieux, leur corps autour de l'instrument. Ils avaient des assises et des appuis graves, tellement réconfortants. Que le violon, en étant tout tordu sous le menton, trop aigu, trop technique, ça ne m'allait plus. Donc j'ai fait ce choix d'instrument en ayant un coup de foudre musical dans un orchestre pour le violoncelle. Et donc, le violoncelle, c'est un instrument... pour moi, il complète parfaitement les zones d'expression qu'on ne peut pas avoir quand on est un individu normalo-névrosé, on va dire. C'est-à-dire que ça vient pour moi exprimer des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus directes. Je fais actuellement une thèse, pardon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je fais actuellement une thèse sur le vibratoire. Donc, j'explore à fond, en fait, une des dimensions que permet cet instrument. Et alors, le truc un peu magique, mais alors là, j'arriverai pas trop à dire si c'est dû qu'à mon instrument ou à mon lien avec l'instrument, c'est que quand j'arrive vers un enfant qui est coupé de la relation, qui est en grande difficulté et que je propose juste quelques sons sur mon instrument, il y a un effet un peu magique à chaque fois quand même. Alors, ça ne le guérit pas, mais il y a un effet magique sur l'attraction de cet instrument. Et ça, je crois que je m'en lasse jamais de ces premières rencontres entre mon instrument que je joue et les personnes qui découvrent ce jeu et ce son. Alors, les qualités en plus sensorielles de l'instrument sont quand même suffisamment... alors là, je ne suis pas très objective parce que j'aime beaucoup mon instrument, mais je trouve quand même qu'il offre un panel de, de sensations possibles, hein, visuelles, olfactives, tactiles, sonores évidemment, mais pas que. Il y a vraiment aussi la notion du poids. C'est arrivé effectivement qu'un enfant tombe avec mon violoncelle dans les mains, donc il y a la question de la chute et puis tout le rapport qu'on peut construire aussi à la confiance, parce que moi au départ, mon violoncelle, je ne le laissais pas toucher par les enfants. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, un jour je me suis dit, voyons ce que ça donne. Et en fait, de permettre
cette possibilité-là de faire confiance à un enfant à un moment donné pour pouvoir manipuler lui-même l'instrument et voir le laisser entre ses mains et moi prendre de la distance vis-à-vis de mon instrument, ben, chaque fois, c'est des pas qui n'interviennent pas par hasard. Ils interviennent à un moment où, dans le suivi thérapeutique, il y a cette possibilité-là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été rendues possibles, il y a quelque chose qui s'est intégré et il y a une enveloppe suffisamment sécure pour moi, pour l'enfant. Et puis, du coup, là, on travaille des choses encore plus chouettes, quoi, parce que moi, du coup, je deviens presque le tiers dans l'histoire. Donc ça, c'est intéressant aussi. S'il n'est certes pas possible d'établir au départ une programmation d'œuvres musicales qui répondent exactement à la problématique du sujet, il est important de faire un choix d'œuvres qui soit de nature à favoriser d'une façon spécifique la remise en route des formations inconscientes liées à l'histoire du sujet. Il est bien entendu indispensable d'appliquer les méthodes d'analyse et les méthodes d'induction. Elles permettent l'exploration du monde des désirs, des peurs, de l'univers des insécurités et de l'insatisfaction. À travers les productions du discours du sujet, ces méthodes permettent l'exploration du langage, des fantasmes, du corps et de toutes ses créations esthétiques. Il ne faut laisser échapper aucune forme de langage du sujet et donc être à l'écoute de tous les registres de son expression personnelle. Il ne faut pas oublier ce que Freud a écrit. C'est moins le discours du patient que ses fantasmes qui sont les révélateurs de sa problématique consciente et inconsciente. Nous avons pu rencontrer Emmanuelle Carrasco, psychologue clinicienne et musicothérapeute, qui décrit son expérience par rapport au choix des œuvres musicales. En musicothérapie, j'utilise d'autres instruments que mes instruments premiers. Enfin, la voix, je l'utilise, mais c'est pareil, je suis pas là pour faire une performance vocale ou... c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord, et donc vous utilisez quoi comme instrument donc, dans vos médiations avec les enfants? Donc moi je travaille avec les enfants et les adolescents, enfin beaucoup d'adolescents. En fait, il y a un peu deux versants musicothérapie, ce qu'on appelle la musicothérapie active. On utilise des instruments, mais c'est tout ce qui est le sonore en général. Donc c'est moi j'utilise dans mon instrumentarium, j'ai beaucoup de petites percussions, puisqu'en fait il ne faut pas que les instruments qu'on utilise nécessitent, c'est pareil, un savoir musical. Il ne faut pas être pianiste pour faire une musicothérapie, il ne faut pas être guitariste. Donc il faut que ce soit facile, accessible. Donc plein de petites percussions ou des grosses percussions ou des congas, mais qui ne nécessitent pas de compétences particulières. Des instruments mélodico-rythmiques, des boomwakers, c'est des tubes sonores, et puis j'utilise aussi le corps, donc tout ce qui est percussion corporelle, la voix, et puis j'utilise aussi l'environnement, c'est-à-dire que si on fait une séance de musicothérapie, d'improvisation, je vais utiliser les fauteuils, les murs, je vais sonoriser l'environnement. D'accord. Dans quel sens on va les toucher ou... enfin... C'est ça, c'est soit avec les mains, soit avec les pieds, soit avec des instruments pour lesquels qu'on peut utiliser. La seule règle en musicothérapie que moi j'utilise, c'est qu'on n'a pas le droit de détruire le matériel. Par contre, on a le droit d'utiliser les instruments comme on veut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation académique. Un djembé, quand on fait de la percussion, on apprend à le positionner de telle ou telle façon. Si pour moi un enfant autiste il veut explorer l'intérieur et le support du djembé, il va pouvoir. Hein, je vais pas lui dire non, tu mets pas ton bras, tu mets pas ta jambe, c'est comme ça qu'on joue. Non. L'intérêt c'est justement de pouvoir utiliser comme on veut. La seule règle c'est de pas casser, c'est tout. D'accord. De pas se faire de mal. Donc j'utilise des instruments aussi qui sont adaptés des fois en fonction des pathologies. Si j'ai un jeune qui est dans la destruction, je ne vais pas lui mettre des instruments fragiles entre les mains. C'est-à-dire que c'est à moi d'adapter le matériel. Et puis il y a l'autre partie, donc ça c'est la musicothérapie active, et l'autre partie c'est la musicothérapie réceptive, où là on est sur l'écoute de morceaux.
Et c'est un peu comme un Rorschach, c'est-à-dire qu'on projette dessus ce qu'on entend, ce qu'on imagine, ce qu'on ressent, les souvenirs. Voilà, c'est un support de projection, la musique. En musicothérapie, il nous faut tenter de décoder ce qui fait que dans l'œuvre musicale ou dans l'association des œuvres, quelque chose provoque une réaction. Ceci, nous ne pourrons le faire qu'en fonction de ce que nous allons décrire concernant l'histoire de l'individu, son rapport avec les éléments constitutifs de la musique et le monde qui l'entoure. Ceci s'illustre dans les propos d'Émilie Pain. Alors, ce qui se passe, ça va être de mon point de vue, parce que bien sûr, je ne peux pas parler à la place de ce que vivent les enfants. C'est d'autant plus important que j'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui n'avaient pas de langage verbal. Donc, j'ai essayé de tirer des fils de compréhension de leur langage corporel, de leur réaction émotionnelle visible. Et la plupart du temps, ça génère un effet de surprise au départ et une certaine fascination. Alors, il peut y avoir dans la fascination des aspects un peu de peur pour certains. Et puis, il va en fait devenir un acteur, alors pas humain évidemment, mais un acteur de la relation thérapeutique dans le sens où il va faire l'objet soit de jalousie, par exemple. Je me souviens d'une jeune fille que j'avais accompagnée. J'étais étudiante en Master 1, donc j'avais commencé des stages comme ça avec mon instrument dès le Master 1. Et donc ça avait duré plusieurs mois, chaque semaine. Et un beau jour, je jouais, je crois, je jouais un morceau de Bach, juste en face d'elle. Et un beau jour, elle s'est levée et de toutes ses forces, elle a tapé un grand coup sur la table de mon violoncelle. C'était la première fois en fait que je subissais comme ça un assaut sur mon instrument. Donc, de façon très réactive, je me suis levée, je me suis dressée avec mon violoncelle dans la main et j'ai posé un interdit très fort. J'ai dit non, c'est interdit, tu ne peux pas taper mon instrument, tu ne peux pas l'abîmer. Et elle est restée elle-même interdite en me regardant. J'ai fini par ranger l'instrument et elle est venue se mettre entre mes bras, entre mes jambes à la place du violoncelle. Elle cherchait mes bras. Et en fait, après, il y a toute la relation thérapeutique a pris une autre tournure, une autre direction qui était très intéressante. Et en fait, elle exprimait là qu'il y avait vraiment un enjeu de place et de place physique, un besoin de contenance qu'elle venait chercher vers moi. Et à ce moment-là, le violoncelle était devenu un obstacle, alors qu'il avait permis que la relation s'établisse tous les mois qui avaient précédé, puisqu'il y avait eu... C'était une jeune qui ne parlait pas, mais elle avait commencé à chanter, elle mémorisait les chansons, elle commençait à prononcer les paroles des petites chansons que je chantais en début et en fin de séance. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui s'était bien accroché, mais à ce moment-là, elle n'en voulait plus. Donc ça, c'est un exemple de ce que ça peut provoquer. On ne peut ne pas communiquer en musicothérapie, nous n'excluant ni le silence, ni les frappés répétés, ni la non-participation. On considère ces attitudes comme des messages à décoder, sans pour cela tirer la conclusion qu'il y a un accord entre intention et action. L'exemple de la personne aphasique qui ne peut contrôler son émission verbale ou celle d'autrui, ni dans sa forme ni dans son contenu, est sur ce point révélateur. Ces contenus de communication ne pourront être compris si la relation n'est pas mise en place. Pour parvenir à cette relation, nous avons à notre disposition les procédés musicaux. Tout naturellement, les deux individus vont entrer en relation par l'intermédiaire du complexe sonore. Ce sont les instruments, au sens le plus large, qui sont les intermédiaires, les médiateurs. Émilie Pain nous décrit alors comment la relation peut s'articuler autour de l'instrument. Il y a un jeune homme dont je parle dans ma thèse notamment, le violoncelle, il s'y accrochait, il s'y agrippait désespérément. Donc le violoncelle était là quasiment dès le départ, parce que sinon il s'agrippait à d'autres choses. Il s'est agrippé à son corps, il s'est agrippé à mes yeux, il s'est agrippé physiquement à moi. Donc le violoncelle, à ce moment-là, il permettait de faire un peu tiers et d'apporter un certain souffle.
et une articulation, en fait, à ce qui pouvait se jouer dans la relation. Donc pour lui, il avait cette fonction-là. Donc à un moment, je m'en saisissais dans la science pour cette raison-là. Une autre jeune fille avec qui on a un peu finalement adopté des petites habitudes, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et on passe toujours par un petit moment de chant et de retrouvailles. Et puis, elle va rapidement faire sa voix grave, comme ça. Et là, je sais que c'est le moment où il faut que je sorte le violoncelle. Et la fonction, elle a évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'au départ, ça permettait d'avoir un remantèlement sensoriel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle pouvait aussi bien focaliser visuellement, écouter, relâcher au niveau de la tonicité, être vraiment dans une attitude de réception et de relation en fait avec ce que je pouvais jouer. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus active, c'est-à-dire que le violoncelle est posé au sol, sur le dos, et il est entre nous, et nous jouons indifféremment l'une et l'autre. Alors, soit en faisant des petits pids en fait sur les cordes. Je joue avec l'archet aussi. Alors, du coup, si vous pouvez vous représenter la scène, hein, donc le violoncelle est allongé sur le sol, et puis nous sommes toutes les deux agenouillées de part et d'autre, alors sur les côtés en fait de l'instrument, et on se fait face. Et on a fait un petit jeu comme ça avec l'archet que j'activais, que je faisais aller jusqu'à elle, jusqu'à la toucher. Donc l'archet, évidemment, en frottant la corde, faisait un son que j'augmentais avec ma voix, et hop, je venais la toucher. Et alors, ça générait beaucoup de rire. C'était un peu le jeu de la petite bête qui monte. Et on a reproduit ça beaucoup de fois, et ça a duré un certain nombre de semaines. Et puis maintenant, c'est elle qui veut prendre l'archet. Alors, c'est difficile, elle a du mal vraiment à le maîtriser, enfin, à le manipuler vraiment comme moi je le fais. Mais en tout cas, elle a envie, elle, cette fois, d'être actrice là-dedans. Les instruments, tout comme l'œuvre musicale, peuvent être des médiateurs qui soutiennent la production de la parole, comme nous le décrit Emmanuel Carrasco. Il y a plusieurs théories en musicothérapie. Il y a en fait plusieurs théories. On va dire c'était il y a longtemps, par exemple entre les années 50 et 70, on disait que c'est comme en art-thérapie, c'est comme si finalement l'écoute ou la production sonore se suffisait en soi pour être thérapeutique. Puis après, il y a eu d'autres mouvements, et moi je fais partie de ce mouvement-là, c'est-à-dire que plutôt c'est un mouvement qui a été beaucoup nourri par la psychanalyse, c'est-à-dire qu'on va quand même tendre à la verbalisation. Après, c'est pas systématique, si le patient ne peut pas, il peut pas. Mais on va essayer, à partir de ce qui a été joué ou entendu, d'amener le patient à dire qu'est-ce que vous avez... Enfin, moi je le fais systématiquement, sauf si vraiment le patient est mutique, mais qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez imaginé, si vous deviez donner une couleur, enfin, on essaye de soutenir la parole. D'accord. Ouais. Et la parole, donc, elle vient plus facilement avec donc, ces instruments de médiation, ou juste les moyens de médiation comme la musique, que quand on est en entretien avec une personne. Ça dépend, c'est différent, mais en tout cas, toutes les médiations, ça veut dire qu'il y a le thérapeute, le patient, la médiation. Donc il y a forcément une triangulation qu'il n'y a pas quand on est dans un entretien en relation duel. Donc c'est-à-dire qu'il y a, en termes de transfert, il y a ce qu'on appelle la diffraction. C'est-à-dire que le transfert, il va se faire entre le patient et le thérapeute, si je mets le thérapeute là, entre le thérapeute et le patient, entre le patient et la médiation, entre le thérapeute et la médiation, enfin vous voyez. Oui. Donc c'est-à-dire que le patient, il ne se sent pas coincé. Hein, et quand je demande, parlez-moi de ce morceau qu'on vient d'écouter, le patient, il ne parle pas directement de lui, il parle du morceau qu'il vient d'entendre. D'accord. Ce qui est différent. Après, je vais lui demander à un moment donné, est-ce que ça a fait écho à quelque chose dans votre histoire, ou comment ça résonne pour vous par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Enfin, il faut déjà que le patient puisse élaborer un peu pour que j'en arrive à ces questions-là. La question de la verbalisation, il faut faire attention aussi, même si c'est quelque chose vers lequel on veut tendre. Mais par exemple, les anorexiques,
elles peuvent très bien verbaliser, parler de la musique ou d'elles, mais d'une façon assez extérieure, pas du coup tout connecté au corps. Donc justement, la musicothérapie va permettre de les recentrer sur leur ressenti. Parce qu'avec les anorexiques, elles peuvent me faire un discours de 20 minutes sur le morceau qu'on vient d'entendre. Donc on peut dire qu'il y a de la verbalisation. Oui. Mais avec une intellectualisation exacerbée. Mais quand on connaît cette pathologie, on sait que c'est pas relié au ressenti, au vécu corporel. Donc là, je vais vraiment freiner la verbalisation. Mais avec les anorexiques, je vais d'ailleurs plutôt travailler sur le souffle et la voix. D'accord. Ouais. Ça permet de les recentrer sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'avec les anorexiques, alors souvent je travaille en musicothérapie, donc déjà quand elles sont dans un état physique, pas par exemple quand tant qu'elles ont une sonde, je vais pas les faire travailler debout, ce qu'elles pourraient réclamer, hein, mais je vais faire attention à les faire travailler assises. Donc souvent je ne travaille pas avec les anorexiques tant qu'elles sont sondées, mais juste quand elles reprennent l'alimentation solide, on va dire. Au début ou juste avant, travail du souffle et de la voix, parce que on va travailler sur la colonne d'air, sur le ventre, sur ce lien entre le ventre et puis la bouche et l'extérieur. Donc rien que de faire rentrer l'air, sentir son ventre qui se gonfle, c'est extrêmement difficile pour une anorexique. Voilà. Et puis le travail aussi de sa propre voix, quoi. Donc là, au sens propre et au sens symbolique. Hein, de son propre son, de son corps sonore, de qu'est-ce qui résonne dans le corps, et que il est habité, ce corps, qu'on n'est pas juste des os, des muscles et la peau. C'était Au rythme de la maladie pour le premier podcast du volet du lien des étudiants de master en psychologie clinique à Nantes, avec les voix de Prosper Gauthier, Salma Zrivil et Juliette Fabre. Intervenants, Christine Mérienne, Emmanuel Carrasco, Émilie Pain et Ulysse Arago. Encadrement par Margot Leborgne avec le soutien de l'association Psykli. Et à bientôt pour le deuxième podcast du volet du lien.